J'ai précédemment fait une conférence sur Politzer et la psychologie concrète. Cet ouvrage, donc, des critiques des principes, des fondements de la psychologie paru en 1928, où Politzer invente donc cette psychologie concrète dont nous avons parlé. En 1930, il adhère au Parti communiste français et puis se développe donc plutôt son activité de militant intellectuel du côté de l'économie marxiste. Il va donc pas poursuivre son aventure du côté de la psychologie concrète, mais devenir un militant de la pensée marxiste extrêmement brillant, extrêmement juste également dans son combat, qui bien sûr sera marqué par l'occupation nazie de la France et l'activité de la résistance. Il créera en 1940 avec Jacques Decour et Jacques Salomon l'Université libre, une revue de résistance à l'occupant nazi. Et puis il publiera sur son célèbre article de février 1941 dans le numéro 1 de La Pensée libre, l'obscurantisme au XXe siècle, en réponse au discours de l'idéologue nazi, M. Rosenberg, qui était venu prononcer à Paris en novembre 1940, qui fut publié sous les titres Sang et or, règlement de compte avec les idées de 1789. Donc c'est une réponse à ce discours fait par l'idéologue nazi Rosenberg à l'Assemblée nationale en novembre 1940. Et ça, c'est un événement très, très important, une analyse profonde de Politzer sur cette question du fondement nazi. Aujourd'hui, je vais faire une intersection donc entre finalement le Politzer de la psychologie concrète et ce militant philosophe, penseur, critique donc, du capitalisme et du nazisme. Je vais faire une intersection entre les deux en continuant l'analyse du rapport de Politzer avec la psychanalyse, puisqu'on avait vu que justement la fois dernière, donc il critiquait de façon positive la psychanalyse, mais plaçait quand même deux obstacles majeurs pour aller vers une psychologie concrète, à savoir donc l'inconscient, le fondement de l'inconscient et le fondement de la métapsychologie. Alors, Politzer devient marxiste avec sa demande également d'adhésion au Parti communiste français en 1930. Il se concentre beaucoup plus vers une philosophie marxiste, alors qu'en 1928, elle n'était pas le cas. Il était plus influencé par Kant. Mais on retrouvait quand même déjà vraiment ces poussées contraires, cette analyse des contradictions très forte. Alors, il y a un changement radical en 1933 chez Politzer par rapport à la psychanalyse dans son article « Psychanalyse et marxisme, un faux contre-révolutionnaire », le freudo-marxisme. Donc là, on a quelque chose de très intéressant, que bien sûr, Politzer voit en 1933 le péril nazi se concrétiser avec la cession au pouvoir d'Hitler en Allemagne, et que d'un autre côté, donc,
il y a des théories qui tendent à faire connexion entre Freud et Marx. Jamais à aucun moment Freud n'a dépassé les limites de la culture bourgeoise littéraire et médicale, contrairement par exemple à Marx et Engels. Ainsi, il n'a pas la moindre idée de la méthode dialectique. Ça, c'est un point important, puisque en 1928, dans sa critique de Freud, Polisser parle beaucoup de dialectique, même s'il n'est pas encore marxiste. Il parle beaucoup de la dialectique et de l'analyse des contradictions. Alors, il critique justement là un ouvrage d'un dénommé Jean Audard qui met en avant justement le freudo-marxisme à l'époque. Et la critique de Polisser est très intéressante puisque Audard parle de la dialectique du principe du plaisir et du principe de réalité. Polisser rétorque: le principe de plaisir et le principe de réalité sont des abstractions qu'on voudrait mettre sur le même plan que les principes fondamentaux des sciences, comme le principe de l'inertie, mais qui sont en réalité calqués sur le modèle des principes métaphysiques, comme le principe du bien et le principe du mal. Et là, il y a une phrase très importante: il ne suffit pas de se faire battre entre des principes abstraits pour être un dialecticien. C'est là où il est à nouveau donc pris par cette passion du concret, analysée cette fois par Marx, Engels et Lénine. Ainsi, poursuit Polisser, dans la sociologie psychanalytique, la lutte des classes est ramenée à un conflit idéal des instances psychanalytiques, et d'après lui, l'apport de la matière est fermé à la psychanalyse. D'une façon systématique, les psychanalystes ont ramené les conflits et les luttes réelles à des conflits n'existant que dans leur tête. C'est-à-dire que là, on a aussi un point important qui dépasse d'ailleurs la question de la psychanalyse pour s'étendre aux sciences humaines en général, savoir que le fondement de la psychanalyse analysé par Polisser, c'est que la psychanalyse déplace et fait des substitutions. Et que là, justement, la lutte des classes marxistes va être déplacée vers la lutte à l'intérieur des entités psychiques que Polisser critiquait justement, du ça, du moi et du surmoi, que ces entités, qu'il va y avoir un déplacement des conflits, que tous les conflits qui naissent de ce qu'on vit dans le social, des conditions sociales, de l'exploitation, vont être orientés vers un conflit personnel à travers l'histoire familiale, le complexe d'Oedipe. Tout va être ramené à ces points. Donc là, le combat de Polisser, justement, par rapport au capitalisme, c'est de dire que le capitalisme a trouvé en la psychanalyse son allié. Freud se sert de la théorie réactionnaire de l'énergie libidinale pour expliquer la problématique de l'humain. Et donc là, c'est aussi intéressant de dire que le matérialiste marxiste montre derrière la vertu du bourgeois la convoitise, l'avarice, la cupidité, la chasse au profit et les manœuvres à la bourse. Derrière la philanthropie patronale, des tentatives de corruption.
Donc ça c'est l'analyse marxiste, mais le psychanalyste, lui, ramène tout cela à la libido. Et comme il ramène aussi l'avarice, la cupidité, la chasse au profit, les manœuvres à la bourse, le bourgeois se trouve ainsi absous de son humiliation, puisque tout cela dépend d'une énergie libidinale. Donc on a là quelque chose de fort dans la critique de l'idéologie psychanalytique, de l'idéologie bourgeoise, qu'il reprend dans une autre phrase de cet article. Les psychanalystes ont offert aux bourgeois une autre compensation. Ils leur disent: nous dépouillons vos vertus, la vertu des bourgeois, mais ne vous en faites pas, nous en faisons autant avec le prolétariat. C'est-à-dire qu'il y a la tendance à ignorer donc les poussées contraires, les contradictions, avec la psychanalyse finalement, freudo-marxiste, et de faire une équivalence entre tous les humains, que finalement tous les humains ont cette énergie libidinale, ont la cupidité, etc., le prolétaire aussi bien. Alors en 1939, au moment de la mort de Freud, Paul Isère, du coup, lui fait un enterrement de première classe. La mort de Sigmund Freud replace devant notre esprit la psychanalyse qui en fait appartient déjà au passé. Il décrit sa vision de l'histoire de la psychanalyse en décrivant 3 périodes successives. Une période d'élaboration, une période de grande controverse et de prestige croissant, et puis une période d'insertion dans la science officielle et donc de décadence scolastique. Au départ, il note que la psychanalyse est combattue par les représentants de la psychiatrie universitaire, s'étend dans le milieu dit cultivé, est à son apogée après la Première Guerre mondiale, puis qu'après la passion cesse. La résistance des psychiatres classiques tombe, la psychanalyse s'intègre à son tour dans la science officielle, cependant que chez ses représentants authentiques, elle prend l'allure d'une véritable scolastique. Libido, complexe, surmoi, etc. deviennent autant de clichés, et les travaux psychanalytiques tournent en rond en ruminant constamment les mêmes thèmes. La méthode de Freud n'a pas justifié les grands espoirs qu'elle a suscités. Il trouve caractéristique que dans ses derniers ouvrages, Freud a déclaré, parlant de l'efficacité de la psychanalyse, qu'il n'était comparé aux autres méthodes que prima inter pares, première parmi des semblables finalement. Donc là, on a quelque chose de fort dans l'attaque faite par Paul Isère, mais qui est vraiment fondamentale et qui montre bien le parcours psychanalytique, mais comme aussi une autre science humaine, et non pas une science sociale, justement. Qu'il y a tout d'abord quelque chose d'une découverte qui bouleverse un ordre, qui bouleverse un ordre bourgeois particulièrement, mais dans un domaine bien précis finalement, celui de la sexualité notamment, et que cela fait un peu scandale, mais qu'ensuite tout cela rentre dans un ordre, et que le vœu de Freud a été d'intégrer la psychiatrie universitaire, le milieu universitaire, c'est-à-dire garant d'un ordre bourgeois justement, d'un rapport au savoir bien particulier qui exclut la personne, et que là on retrouve donc tous les éléments critiques faits par Paul Isère dans sa critique de la psychologie psychanalytique de Freud, lorsqu'il mettait en avant la psychologie concrète. On voit comment tout cela est lié, comment
finalement se mettre à l'écart les personnes réelles est fondamental dans la psychanalyse, et que la sociologie psychanalytique est terrible dans le sens où elle essaye d'expliquer l'histoire par la psychologie, alors que la psychologie, eh bien, elle doit être expliquée par l'histoire. Qu'il y a d'abord un transfert historique et qu'ensuite il y a des transferts personnels. Donc là, c'est aussi une remarque très forte de Politzer dans l'analyse de l'idéologie psychanalytique, qui finalement est le reflet de l'idéologie capitaliste, mais que c'est assez insidieux comme façon de prendre les choses ainsi pour la psychanalyse, c'est-à-dire que insidieusement, finalement, la psychanalyse se fait complice de l'ordre bourgeois capitaliste. Et ensuite, Politzer fait le lien aussi avec le nazisme, en parlant de psychologie abyssale. Il décrit la méthode de l'interprétation des rêves comme l'extraction, la lumière des matériaux fournis par le sujet, du contenu latent, du contenu manifeste. Et que justement ce contenu latent dont on avait parlé lors de la conférence précédente est présenté par Freud comme une pénétration dans les profondeurs de l'âme du sujet, et c'est à cause de ce procédé que la psychanalyse est considérée comme une psychologie abyssale. Donc la psychanalyse abyssale, la psychologie abyssale de Freud, est appliquée à l'histoire des idées. Et c'est là où il va y avoir une intersection possible avec la question nazie, puisque cette psychologie abyssale a alimenté un certain nombre d'éléments irrationnels sur la vie de l'âme, sur les mythes et la question du mythe, et que justement en 1940, Rosenberg, dont on parlait tout à l'heure, parlera avant tout du mythe et non pas de l'histoire, que ce qui est important chez les humains, c'est le mythe, et que sang et or, c'est le déplacement mythique à la fois de l'or du capital et du sang du racisme. Mais donc Rosenberg va chercher dans les mythes cela. Freud, bien sûr, on ne va pas le comparer à Rosenberg, mais il y a quelque chose où le mythe peut remplacer là aussi l'histoire. Il y a donc une intersection qui est forte là entre des effets idéologiques de la psychanalyse et un rapport avec le nazisme. Alors ça peut paraître dérangeant, bien sûr, et Politzer a pu être qualifié de délirant par certains, que toute son œuvre est magnifique, mais que là, ça déconne grave. Eh bien, non. Je ne suis pas d'accord avec cela, mais qu'au contraire, nous devons aujourd'hui, par rapport au nazisme qui quand même est toujours très présent, on fera une conférence là-dessus une autre fois, mais il convient de tirer là aussi leçon
de la réflexion politzérienne. Politzer considère l'effet médiatique de l'exil de Freud à Londres pour faire retour sur des faits concrets qui révèlent un autre lien entre psychanalyse et nazisme. Il écrit « Il est vrai que l'on a souvent fait état dans les milieux psychanalytiques de l'exil de Freud, symbolisant la condamnation de la psychanalyse par les nazis. Certes, il y a eu des déclamations nazies contre la psychanalyse. Il n'en est pas moins vrai que la psychanalyse et les psychanalystes ont fourni pas mal de thèmes aux théoriciens nazis, en premier lieu celui de l'inconscient. L'attitude pratique du nazisme à l'égard de la psychanalyse a été déterminée essentiellement par des raisons tactiques. En prenant des allures d'iconoclastes, les psychanalystes ont profondément heurté les sentiments des masses des classes moyennes. Telle est la spécialité historique de l'anarchisme petit bourgeois. En plus de la question raciale, c'est pour exploiter ce fait que le nazisme a dénoncé quelque peu le freudisme, mais cela ne l'a pas empêché ni d'intégrer les psychanalystes parmi le personnel nazi, ni d'emprunter les thèmes de la doctrine freudienne. Donc là, on a un fait historique également de la psychothérapie du Troisième Reich et une réalité là aussi historique qui est rarement étudiée. Dans ces conditions, Freud était mal outillé, au sens propre du mot, pour analyser correctement les faits nouveaux ou relativement nouveaux qu'il a pu signaler. Et effectivement, plus la psychanalyse s'est développée, plus elle est tombée sous l'influence de courants idéologiques rétrogrades. Alors, cela est quand même tout à fait confirmé par Lacan, qui a été très critique envers une certaine psychanalyse. Si Politzer dit en 1939 que la psychanalyse est tombée dans une décadence scolastique, Freud, Lacan, au début des années 50, écrit que la psychanalyse est une astrologie un peu plus décente. Donc on voit quand même la correspondance avec la décadence que souligne Politzer. Et par rapport au nazisme et par rapport à la psychanalyse, on retrouve dans l'ouvrage Silicette, donc numéro 1 paru en 1968, dans l'article de Lacan, de la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité, le fait suivant. Il critique donc l'idée d'une norme, Lacan. Ce n'est pas là le matériel, comme on dit significativement, et il fait un jeu de mots avec le matériel. Là-dessus, si vous entendez parler de la fonction d'un moi autonome, ne vous y trompez pas. Il ne s'agit que de celui du genre de psychanalyste qui vous attend 5e avenue. Il vous adaptera à la réalité de son cabinet. Dans cet article, Lacan fait transition directe entre cette psychanalyse américaine et le nazisme, puisque dans la phrase suivante d'adaptation à la réalité du cabinet psychanalytique new-yorkais, il indique « L'on ne saura jamais vraiment ce que doit Hitler à la psychanalyse, sinon par l'analyste de Goebbels. Mais pour le retour qu'en a reçu la psychanalyse, il est là.
Donc là, on a quand même quelque chose d'extrêmement fort, qui est très politzérien finalement, de lier certains points, pas tout bien évidemment, certains points psychanalytiques développés avec cette question hitlérienne et nazie. Et alors l'analyse de Goebbels, ça reste pour moi encore une énigme pour l'instant. J'ai pas trouvé qui était l'analyste de Goebbels. Mais ce que l'on sait par contre, c'est que Goebbels avait été très influencé par le double neveu de Freud, Bernès. Bernès, qui était donc le neveu à la fois de Freud, mais aussi de Martha, l'épouse de Freud, Martha Bernès, justement. Bernès est quand même un sinistre personnage qui s'est nourri de la théorie psychanalytique pour écrire Propaganda. Propaganda qui va être une méthode pour se servir du désir humain à des fins de faciliter les profits capitalistes des grandes entreprises américaines. Bernès s'illustrera aussi par une aide à la CIA dans les massacres faits au Nicaragua, là aussi pour défendre les compagnies américaines. Or, ce Bernès-là, Propaganda, Goebbels l'a lu, et ça c'est un fait historique, que Goebbels s'est nourri de cette propaganda du double neveu de Freud. Donc il y a des points comme ça historiques qui sont intéressants à placer, non pas du côté d'une absence de dialectique, ni du côté d'un manichéisme du bien et du mal, mais au contraire, dans le seul appareil intersectionnel que nous mettons en avant à la PPS, à savoir donc les poussées contraires et ce qu'il y a de commun entre les humains ou entre les idéologies, ce qu'il y a de commun et qui pousse d'un côté, qui pousse de l'autre.